Le médaillon par Anna Catherine Green, partie 6 du livre audio, chapitre 16. Dans l'herbe. Je passais la soirée entière à réfléchir, à récapituler tous les faits petits et grands relatifs à l'affaire, à les rapprocher de ma récente découverte, et la conviction s'imposait. Jim sait quelque chose. Il faudrait faire parler Jim. Oui, mais la Floride est bien loin. Et mon temps, mes ressources étaient plus que limitées. Il me faudrait pour partir un congé, de l'argent. Les obtiendrais-je sur le simple exposé du faible indice que je venais de découvrir? Non. On exigerait sans doute quelque chose de plus tangible. Je me remis à creuser le problème. Quelle pouvait être la cause des nombreux caprices qui marquèrent la conduite de Véronique Moore le jour de son mariage? Pourquoi s'obstina-t-elle à s'habiller seule, elle qui n'en avait aucune habitude, en un jour où toute femme tient à se montrer particulièrement brillante? Qu'était-ce qui l'occupait, au point de la rendre sourde à tous les appels? Toujours la même réponse se présentait. Elle n'avait pas le cœur à ce mariage. Cette dernière heure de sa vie de jeune fille fut peut-être une heure de lutte et d'angoisse. Ne se pouvait-il pas qu'elle eût donné son cœur à un autre? Certes, la chose paraissait peu probable, mais on a vu en somme des choses plus extraordinaires. Mieux que tout autre, cette supposition expliquerait tant de bizarreries. L'heure que les fiancés consacrent d'habitude à leur toilette, à leurs joyeuses espérances, fut-elle une heure de souvenirs poignants, d'adieu à quelque amour malheureux? Il était naturel en ce cas qu'elle désirât être seule, et que toute interruption l'eût irritée. Peut-être à chaque appel était-elle à genoux. Peut-être. Ici, une émotion soudaine s'empara de moi. Je me rappelais les limailles de métal que j'avais recueillies sur le rebord de la table de toilette. Ces raclures scintillantes qui devaient être de l'or. D'où provenaient-elles? À ces derniers moments de la vie de jeune fille, Véronique Moore avait peut-être essayé de se débarrasser de quelques joyaux qu'elle ne voulait pas conserver dans son existence nouvelle. Quel était ce joyau? Étant donné l'heure et les circonstances, ce ne pouvait être qu'une bague, symbole de quelque amour ancien. On avait supposé que la légère écorchure, remarquée sur sa main, avait été faite quand l'alliance fut brutalement arrachée de son doigt le soir de sa mort. Mais n'était-il pas infiniment plus probable qu'elle se fût blessée avec la lime le matin du mariage et que la petite blessure se fût rouverte ce soir-là? Si Durbin et Si avaient pensé à chercher l'origine de ces limailles, ils seraient arrivés à cette conclusion. Mais ils n'avaient attaché aucune importance à ce détail. Pour moi, l'indication était précise. Je demandai la permission d'examiner les bagues que Madame Jeffrey avait laissées sur la table de toilette avant de se rendre pour la dernière fois à la maison Moore. Mais malgré l'examen le plus attentif, je ne trouvai sur aucune la moindre trace de lime. Ceci confirma mon hypothèse, et c'est avec une confiance accrue que je tentai un nouveau pas en avant. Je voulus savoir si, avant son mariage, Véronique Moore ne portait pas au doigt quelque anneau qui en eût disparu à partir de ce jour. Il ne me fallut pas moins d'une semaine pour m'assurer que j'avais touché juste. Mais enfin, j'y arrivais. C'était l'essentiel. Une fois en possession de ce fait, je lâchai la bride à mon imagination. Je me représentais la jeune fille, seule dans cette chambre lugubre, agitée, craintive, voulant ôter cette bague qu'elle ne devait plus porter, et la trouvant devenue trop étroite, même pour son doigt délicat. Alors, elle s'était aidée d'une lime, l'avait arrachée de force, non sans se blesser un peu. Que fit-elle ensuite? Aussi distinctement que si j'eusse assisté à cette scène, je vis la blanche silhouette de la fiancée se pencher à la fenêtre, pousser le volet, jeter parmi les hautes herbes l'anneau qu'elle n'avait plus le droit de garder. Ce volet qui ne fut jamais rattaché, et qui, en grande partie, contribua à appeler notre attention sur la maison maudite. Je décidai que l'étendue de gazon située sous la fenêtre devait être explorée tout de suite. Mais je ne voulus pas le faire ouvertement. Sans parler de la crainte toujours vive d'encourir les railleries de Durbin,
je tenais à ne pas éveiller les soupçons de M. Moore, qui n'étant pas encore entré en possession officielle de sa maison, se donnait du moins le plaisir de la surveiller ou de la faire surveiller nuit et jour. L'entreprise présentait donc de sérieuses difficultés. Mais j'étais de force à en venir à bout, et j'eus bientôt élaboré un plan grâce auquel la moindre touffe d'herbe sur la façade de la maison Moore serait explorée à la barbe de l'oncle David et quelques courroux qu'il dut ressentir de pareilles intrusions. Assemblant une bande de gamins des rues, je leur promis de leur payer un succulent et copieux repas s'ils réussissaient à retrouver les morceaux d'une bague perdue jadis par moi sur la pelouse d'une maison où j'étais en service. Afin d'aller plus vite en besogne et tâcher d'éviter l'intervention du propriétaire de cette maison qui habitait en face, je leur conseillais de procéder à leurs recherches de la façon suivante. Ils se rangeraient en ligne le long de la bande de gazon et simultanément chacun fouillerait l'espace qui se trouverait juste devant lui. Celui qui retrouverait les morceaux de l'anneau aurait le droit de commander le menu du dîner. Comme prétexte pour s'introduire dans la clôture, ils devaient jouer à la balle dans la rue jusqu'à ce que leur balle passant par-dessus le mur, ils eussent le droit de l'aller chercher. Ce plan remplit d'ardeur les gamins, et leur excès d'enthousiasme me fit craindre un instant pour la réussite de mon projet. Mais les injonctions que je ne ménageais pas d'épargner les autres plantes et de ne pas piétiner le gazon, plus qu'il n'était nécessaire, furent si précises et si minutieuses qu'ils se mirent en route dans un ordre parfait qui me permit de bien augurer du succès. Je ne les accompagnai pas. Jenny prit ma place pour veiller au grain, et la petite futée fit merveille. Bien que M. Moore fût absent, j'avais choisi l'heure de sa promenade quotidienne. Son nouveau domestique se trouvait là, et à peine eut-il vu la bande de gamins s'introduire dans le jardin opposé, qu'il sortit en grande hâte et n'eut pas manqué de les disperser si les sourires de mon espiègle allié n'étaient venus distraire complètement son attention. L'interpellant gentiment, Jenny prétendit chercher la maison de M. Moore. Pouvait-il la renseigner ? La maison devait se trouver dans les environs. Non pas la grande maison où s'étaient passées les horreurs dont on parlait dans les journaux, mais une maisonnette qui serait à louer bientôt, paraît-il, et qui semblait devoir convenir exactement pour sa mère et pour elle. Vraiment ? Et c'était celle-là, ce délicieux petit pavillon tout couvert de vignes vierges ? Ravissant. Adorable. Pouvait-il lui dire ce qu'on demandait de loyer ? Y avait-il un jardin derrière, avec assez de place pour y cultiver des œillets et quelques herbes potagères ? Et les questions se succédaient sans arrêt, tandis que l'homme la contemplait, charmé, essayant parfois de glisser une réponse. Pendant ce temps, les gamins fouillaient avec une activité dévorante, et en moins de 10 minutes, leur exploration était terminée. Avec son sourire le plus séducteur, ma brave petite Jenny venait de déclarer qu'elle allait bien vite retrouver sa mère pour lui décrire ce charmant pavillon, quand, sur le trottoir opposé, une clameur s'éleva, et la bande de gamins s'enfuit à toutes jambes, tous répétant avec une joie folle un chant de triomphe improvisé. « On aura du poulet, on aura de la crème, on aura des babas, hurrah !» Et cela suffit à informer Jenny que la bague était trouvée. Quand mes petits émissaires me remirent la bague, le roi, comme on dit, n'était pas mon cousin. Et ma curieuse Jenny, survenant à ce moment, nous examinâmes ensemble la trouvaille. C'était un cercle d'or, tout petit, brisé et tordu comme je m'y attendais, et portant au centre un rubis. Quel rôle cet anneau fragile avait-il joué ? Devait-il jouer encore dans la vie mystérieuse, dans la mort plus mystérieuse encore de Véronique Moore ? Le fait d'avoir ôté cette bague si secrètement, avec tant de hâte, l'anneau avait évidemment été limé, arraché de force, indiquait clairement à mes yeux que nous tenions ici la relique de quelque amour juvénile dont le souvenir était devenu importun. Comment arriver à connaître l'histoire de ce petit roman ? Comment savoir s'il y avait quelque rapport à établir entre cet objet et la prétendue jalousie de M. Jeffrey au cours de sa décevante lune de miel ? Que ces sentiments de désaccord eussent éclaté très vite, nul n'en pouvait douter, mais qu'il fallut en reporter l'origine au jour même du mariage, c'était là une idée qui comportait toutes sortes de possibilités imprévues.
Il fallait à tout prix vérifier si je touchais juste ou si je faisais fausse route. Où porter mes pas? À qui m'adresser? Le parti que j'avais écarté comme impraticable était au fond le seul qui s'offrit. Il fallait voir ce Jim. Il fallait lui extorquer ce qu'il savait. Quel message si pressant apportait-il à Miss Moore? Pourquoi parut-il tour à tour si interloqué et si rayonnant? Qu'avait-il à dire à M. Jeffrey et à la nouvelle épousée qui fut capable de captiver leur attention à l'heure de la panique générale? D'où venait cet argent qu'il mit à la banque? La perspective d'obtenir réponse à une seule de ces questions ne valait-elle pas la peine de faire un voyage lointain? Oui, mais si Jim refusait de parler, si le résultat de l'enquête était nul, que d'argent, que de temps perdu? Je sentais la nécessité de prendre conseil en cette crise, et cependant j'hésitais à recourir à quiconque. Mon maudit orgueil et ma non moins maudite jalousie de Durbin devenaient pour moi un obstacle insurmontable. Une semaine s'était écoulée depuis l'enquête. Miss Turner demeurait en liberté toute relative d'ailleurs, et qui devait être singulièrement mortifiante. Elle avait permission de faire sa quotidienne promenade, mais surveillée, elle ne pouvait entrer nulle part, et toute communication avec M. Jeffrey lui était sévèrement interdite. Néanmoins, elle le voyait, ou plutôt on lui donnait l'occasion de le voir. Tous les jours, à 3 heures de l'après-midi, elle passait à cheval devant la demeure de son beau-frère, et le détective, placé là en observation, rapportait qu'elle ne passait pas une fois sans lever la tête vers la fenêtre du 2e étage où il se trouvait invariablement. Il n'échangeait aucun signe. À peine même s'il se saluait d'un mouvement de tête, mais quand elle levait les yeux vers lui, son regard était empreint d'une si jolie sérénité, d'une si fière confiance, que le détective, frappé de trouver une telle expression sur le visage d'une personne située comme elle, résolut de s'assurer si cette physionomie était un masque destiné à tromper quelqu'un ou bien si elle reflétait son véritable état d'esprit. Laissant la surveillance de l'immeuble à l'un de ses camarades, il courut se poster un peu plus bas dans la rue, à quelques centaines de mètres de la maison Jeffrey, sur le passage de la belle Amazone. Et hélas, quel changement! Le rayon de foi qui tout à l'heure la transfigurait avait fait place à la plus amère tristesse, au plus sombre découragement. Miss Turner, évidemment, avait cessé d'espérer, et seul le désir de réconforter celui qui lui était cher lui donnait la force d'affecter une vaillance qui était loin de son âme. Tout remué par ce spectacle, cet homme, qui était de mes amis, s'en vint me conter ceux qu'il avait observés. Et j'en fus moi-même tellement ému que je sentis sur-le-champ s'évanouir tous mes scrupules. Sans plus tergiverser, j'allai trouver mon supérieur et je lui fis part de mes nouvelles découvertes. Dès le lendemain, le train m'emportait vers Tampa avec mission de suivre et de retrouver Curly Jim, coûte que coûte. Livre 3e, La maison maudite. Chapitre 17. À Tampa. Quand je partis à la recherche du témoin nouveau, la guerre venait d'être déclarée, mais l'ordre de mise en marche sur Cuba n'était pas encore donné. Comme j'étais en route, les ordres longtemps attendus arrivèrent, et en débarquant à Tampa, je me trouvais au milieu de la confusion du départ. Dans ces conditions, il m'était évidemment difficile de mettre aussitôt la main sur mon homme. Je m'enquis de tous côtés sans résultat, et ne rencontrant personne qui pût me donner les renseignements indispensables, je parcourus le camp dans tous les sens, jusqu'à ce que je découvrisse un officier de Rough Riders. Sans lui donner d'indications détaillées sur l'objet de mes recherches, je lui demandai s'il pouvait m'indiquer où je trouverais James Calvert. Il me regarda fixement et fit un geste dans la direction des tentes de l'hôpital. Rien ne pouvait m'étonner davantage. « Il est malade ?» m'écriai-je. « Mourant », répondit laconiquement l'officier. « Mourant ? Jim le frisé était mourant ? Impossible !» J'avais mal posé ma question. Ou bien il y avait 2 James Calvert à Tampa. Jim le frisé, l'ancien cow-boy, n'était pas homme à succomber au camp avant d'avoir flairé la poudre. « C'est James Calvert, du 1er corps de volontaires, que je cherche, dis-je. Un solide gaillard. »« Sans doute, sans doute.
Mais la fièvre typhoïde a mis par terre plus d'un solide gaillard, et celui-ci est à bas pour de bon. Vilaine attaque, sans espoir possible, dès le début. C'est grand dommage, mais je n'entendis pas davantage. Mourant, Jim le frisé, lui qui se considérait comme invulnérable, lui qui détenait le secret. Puis-je le voir, demandai-je. C'est important, une affaire de police. Un mot de lui peut sauver quelqu'un. Est-ce qu'il respire encore? Oui, mais je ne crois pas qu'il soit en état de parler. Il y a 5 minutes, il ne reconnaissait plus son infirmière. Et puis, vous savez, il ne serait peut-être pas prudent pour vous. C'était à ce point. Mais je ne voulais pas reculer. J'avais mis tout mon enjeu sur cette entrevue, et je n'allais pas lâchement risquer de perdre les résultats promis. Il faut que je le voie, insistai-je. On me fit entrer. J'aperçus autour d'une étroite couchette quelques hommes qui s'écartèrent non pas tant par considération pour moi ou pour ma mission, que parce qu'ils étaient certains qu'ils n'avaient plus rien à faire au chevet de ce moribond. Je m'avançai vivement, et après avoir rapidement regardé ses traits pâles et ses paupières closes, je me baissai et murmurai à l'oreille du mourant un nom, celui de Véronique Moore. Il tressaillit et tout le monde le remarqua. Au seuil de la mort, une émotion, nous ne sûmes jamais laquelle, le retint un instant, et un soupçon de couleur parut sur sa joue blême. Ses yeux restèrent clos, mais les lèvres s'agitèrent, et je distinguai ces mots. « Tenue parole. Dit à personne. » Elle était si. Et ce fut tout. Il expira sans avoir dit un seul mot de plus. Toutes mes espérances sombraient devant ce fait inexorable, la mort. Étais-je donc condamné à échouer? Devais-je donc retourner vers le major avec des convictions toujours tenaces, mais sans preuves nouvelles pour les étayer? Il n'y avait pas d'autre alternative. Avec la mort de cet homme s'évanouissaient tous les moyens d'établir la réalité du drame muet que je croyais avoir deviné. Tout espoir d'apprendre le secret qui assurerait mon triomphe et sauverait probablement la vie de Cora Turner. Accablé par ce coup, je sortis. À la porte de la tente, un adolescent sanglotait. Je le regardais avec une sorte de curiosité distraite, quand je me sentis soudain pris par la main. « Emmenez-moi avec vous, balbutia-t-il d'une voix étranglée. Je n'ai pas un ami ici, maintenant qu'il est parti, lui. Emmenez-moi à Washington. » À Washington? Je me baissai pour mieux examiner le jeune garçon qui m'implorait, affalé à genoux sur le sable brûlant. « Qui êtes-vous ? demandai-je. Et que faites-vous ici ? Appartenez-vous à l'armée ? » « Non, je l'aidais seulement à soigner son cheval, marmonna-t-il. Il m'avait trouvé, caché dans le train, parce que je voulais quitter Washington et il eut pitié de moi. Il partageait sa ration avec moi. Mais maintenant, personne ne me donnera plus rien. Emmenez-moi. » « Elle n'en saura rien. On m'a dit qu'elle est morte. D'ailleurs, quand même elle vivrait, je ne resterai pas ici. J'en ai assez de la guerre, puisqu'il... Oh, il était si bon pour moi. Jamais je n'ai eu autant d'affection pour personne. » Je dévisageais le jeune garçon, éprouvant une sensation bizarre pour laquelle je n'ai pas de nom. « De qui parlez-vous donc ? questionnai-je. De votre mère ? De votre sœur ? » « Oh non, répondit-il avec une simplicité touchante. Je n'ai jamais connu ma mère. Je parle de la belle jeune dame, la dame qui s'est mariée. Elle m'a donné de l'argent pour quitter Washington, et comme je voulais être soldat, j'ai suivi Jim le frisé. Je ne croyais pas qu'il mourrait. Il avait l'air si fort. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Je l'avais saisi par le bras, et je crois bien que je le secouais un peu trop fort. « La dame qui s'est mariée vous a donné de l'argent ?» m'écriai-je. « N'était-ce pas madame Geffray ?»« Oui, c'est le nom du monsieur qu'elle a épousé. Je ne le connaissais pas, lui. Mais je l'ai vue, elle. »« Où? Et pourquoi vous a-t-elle donné de l'argent ? Je vous ramène à Washington, si vous me dites la vérité. » Il lança un regard vers l'intérieur de la tente, et ses traits eurent une expression angoissée. « Ma foi, ce n'est plus un secret, à présent, marmonna-t-il. Le frisé disait qu'il ne fallait pas en souffler mot, mais il changerait d'avis sans doute
s'il savait qu'en le disant, j'ai le moyen de rentrer au foyer. Il était si bon pour moi, si bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi Madame Jeffrey vous a donné de l'argent? Pourquoi elle vous a fait quitter Washington? Le jeune garçon frissonna sous ce ciel brûlant de la Floride. Il fit un pas en arrière, revint vers moi, et au milieu du tumulte qui accompagne le départ d'une armée, ses paroles faiblement articulées m'arrivèrent. Parce que j'ai entendu ce qu'elle a dit à Jim. Mon cœur s'arrêta, puis tout à coup se mit à battre comme jamais encore, de ma vie, je ne l'avais senti battre. Tout espoir n'était donc pas anéanti. Un témoin restait, bien que Jim fût mort. L'enfant ne remarquait pas mon émotion. Il contemplait avec un air d'affliction inexprimable la tente où reposait son ami mort. Que lui a-t-elle dit? Surpris par ma question, il releva la tête. Oh, pas grand-chose. Elle lui a dit de faire entrer le monsieur dans la bibliothèque et de le faire asseoir, je crois. Jim m'a dit qu'il ne fallait jamais parler de cela tant que vivrait la jolie dame. Mais... Quand pensez-vous partir, monsieur? Je laissai sa question sans réponse. J'éprouvais une sorte de commotion mystérieuse, une sensation étrange, indéfinissable. Comme on en éprouve, je suppose, quand, au milieu d'une crise ou un événement quelconque, on reconnaît l'intervention inattendue de la Providence. Vous êtes sans doute l'employé qui a disparu de chez le fleuriste, demandai-je aussitôt qu'il me fut possible de parler. C'est vous qui avez apporté à Miss Moore son bouquet de mariée? Oui, monsieur. Je fus obligé de m'asseoir. Assurément, un pouvoir plus grand que le hasard dirigeait cette affaire. Par quelle voie détournée et de quelle source inespérée obtenais-je ces renseignements? Madame Jeffrey, ou plutôt Miss Moore, car elle l'était encore à ce moment-là, dit à Jim de faire entrer le visiteur dans la bibliothèque, répétai-je bientôt à haute voix. Pourquoi? Je ne sais pas. Il lui dit le nom du monsieur, et alors elle lui répondit cela tout bas, mais je l'ai entendu tout de même, et c'est pour cela qu'elle m'a donné de l'argent. Mais il ne m'en reste plus du tout. Oh, monsieur, quand partez-vous? Quand je partais? Ah, certes, tout de suite, et sans tarder. Je pars à l'instant, dis-je, et vous partez avec moi. Vite, courons, nous n'avons que 10 minutes avant le départ du train, et je n'ai plus rien à faire ici. Chapitre 18. La chambre du colonel. Rien ne peut exprimer l'ennui de ce voyage de retour. Tout en me cramponnant avec un espoir obstiné au fil qui m'était ainsi venu sous la main, j'avais trop conscience encore du labyrinthe par lequel il me fallait passer avant de parvenir à la lumière pour ressentir cette liberté d'esprit qui aurait pu rendre plus supportables ces longues heures d'inaction. Pour faire passer le temps, je me livrais à une analyse complète des faits tels qu'ils m'apparaissaient à présent à la clarté des dernières révélations. Le résultat ne fut pas particulièrement encourageant quand je l'eus résumé sous la forme suivante. 1. La demande péremptoire d'entretien transmise à Miss Moore pendant l'heure qui précéda son mariage ne venait pas du fiancé, comme je l'avais supposé, mais d'un étranger du nom de Pfeiffer. 2. En réponse à cette demande, elle commanda qu'on introduisît l'étranger dans la bibliothèque. 3. Le messager qui rapportait cet ordre, avant ou après qu'il se fût acquitté de sa mission, rencontre M. Jeffrey, qui lui parla avec vivacité. 4. M. Pfeiffer trouva la mort avant que la fiancée fût descendue pour lui accorder l'entretien demandé. 5. Miss Moore était restée jusqu'après le mariage dans l'ignorance de la catastrophe, aucune des personnes qui l'approchèrent avant la cérémonie ne lui ayant dit un mot de l'événement. Et lorsqu'on l'en informa, elle ne manifesta pas d'autre émotion qu'un certain soulagement. 6. Bien que tout ceci prouve que M. Pfeiffer était connu d'elle, sinon du reste de la famille, personne ne fit mention de ces menus faits alors ou par la suite. Ni elle ni son mari ne contredit la version acceptée que ce prétendu étranger avait pénétré dans la pièce fatale pour satisfaire une curiosité mal inspirée. 7.
Au contraire, Madame Geffray s'efforça de se débarrasser des seuls témoins qui pouvaient dire la vérité concernant ces fatales 10 minutes. Mais ces mesures n'eurent point pour effet de rendre la paix à la malheureuse femme qui ne pouvait pas avoir goûté après cela un instant de tranquillité. 8. Pour comprendre pleinement les causes de la mort de Véronique, il était indispensable de s'assurer a. Si M. Jeffrey apprit de Jim le frisé qu'un homme osait exiger un entretien avec Miss Moore au moment où elle était sur le point de descendre pour la cérémonie de son mariage. B. S'il sut que cet inconnu avait été introduit sur l'ordre de Véronique dans la pièce où la mort accomplit jadis des œuvres si mystérieuses. Telles furent les conclusions auxquelles je parvins. Je ne pouvais guère aller plus loin, et j'attendais avec une vive impatience l'arrivée à Washington. Mais une fois là, après que j'eus passé à de plus solides épaules la responsabilité d'une nouvelle enquête, je fus grandement surpris et profondément déçu de voir que l'affaire traînait lamentablement en longueur et de constater que, malgré mes découvertes, que je jugeais de toute importance, le parquet continuait à poursuivre la procédure contre Miss Turner, dans l'intention manifeste de la faire passer aux prochaines assises. Je me demandais si Durbin ne contrecarrait pas secrètement mon entreprise. Quand je le rencontrai, il prenait un air goguenard qui m'irrita à tel point que je résolus, quels que fussent ses projets ou ceux des magistrats qui lui accordaient leur confiance, de tenter de mon propre chef un nouvel effort pour découvrir le mystère des catastrophes anciennes et récentes survenues devant le foyer de la fatale bibliothèque. Assurément, on jugeait en haut lieu que toutes les tentatives possibles étaient faites dans ce sens. Le parquet, le foyer, la cheminée et surtout le vieux siège avaient été soigneusement explorés, examinés, sondés, mais en vain. Le foyer gardait son secret et l'on s'accordait pour le déclarer insoluble. Mais les échecs des autres n'étaient pas faits pour m'affecter. Mes récentes découvertes m'offraient un encouragement tel que rien, excepté l'impossibilité d'abattre la maison, me disais-je, ne m'arrêterait dans mon entreprise. Toutes les investigations avaient eu pour point de départ la bibliothèque, quand elles ne s'étaient pas bornées même à cette seule pièce. Je résolus de commencer par un endroit tout différent, et comme je n'avais pas oublié les sensations bizarres éprouvées par moi ou par d'autres dans la chambre du sud-ouest, ce fut celle-ci que je choisis. Pendant mon absence, la surveillance de la maison avait été supprimée. Cependant, notre major avait conservé les clés, et je n'eus aucune difficulté à me les procurer. Il ne me restait qu'à déjouer la vigilance du nouveau propriétaire, ce que je réussis à faire avec l'assistance de Jenny. Un soir donc, vers minuit, quand toutes les lumières furent éteintes dans le pavillon opposé, j'entrai hardiment. Mon premier soin fut, comme les autres fois, de m'introduire dans la bibliothèque, car il était important de m'assurer dès le début que la pièce était dans ses conditions normales. Mais j'avais une autre raison pour visiter une fois de plus ce lieu d'horreur. Au cours de mes longues méditations, en revenant de Tampa, de nombreux souvenirs m'étaient revenus de choses entrevues dans cette vieille maison et plus tard presque oubliées. Entre autres objets revus, ainsi, se trouvait le volume, qui, pendant les recherches hâtives de la première nuit, me parut avoir été manié tout récemment. Je n'avais accordé à ce fait qu'une attention précipitée, et quand une seconde occasion me fut donnée d'examiner le volume, je m'en étais laissé détourner par un très léger obstacle. C'était là une faute que je désirais fort réparer. Tout ce qui avait été touché dans la maison peu de temps avant ou, en même temps, que se produisit cette mort mystérieuse pouvait fournir des indices que je ne devais pas me permettre de négliger. La position du livre sur un rayon trop élevé pour qu'on l'atteignît sans escabeau prouvait qu'on l'avait pris et feuilleté dans un but défini. Mais quand de nouveau j'eus pris ce livre, quand j'en eus relu le titre totalement insignifiant, quand, après avoir parcouru quelques pages, je me fus assuré que ma mémoire ne me jouait pas de mauvais tours et que le volume ne renfermait que d'ennuyeux et interminables tableaux statistiques, l'espoir d'y trouver une aide m'abandonna comme la première fois. J'allais le remettre en place quand j'eus l'idée de glisser la main, par l'intervalle laissé libre, derrière la rangée de livres. Ah, c'était donc cela. Un autre volume était posé à plat contre le mur.
Prestement, j'enlevai ceux qui le masquaient, je le saisis, je l'ouvris. Et alors, j'eus vite fait de reconnaître pourquoi on l'avait relégué dans cette cachette. C'était un obscur recueil de mémoires, écrit par une Anglaise qui avait visité les États-Unis vers les premières années du XIXe siècle et se trouva en contact avec les mystères de la maison Moore à Washington. Plusieurs passages en étaient soulignés. Quelques-uns étaient marqués au crayon rouge. Partout, le nom de Moore revenait. Je me mis sur le champ en devoir de les dévorer. Voici dans l'ordre où ils étaient marqués quelques extraits de ces mémoires. Ce fut vers cette époque que je passai une semaine chez les Moore, cette grande et historique maison sur laquelle courent tant de légendes curieuses. Je ne savais rien alors de sa fâcheuse renommée, mais dès l'instant que je pénétrai dans ces salles imposantes, je ressentis une sorte d'instinctive répugnance que rien ne paraissait justifier. Mais cette impression se dissipa bientôt pour faire place au puissant attrait que m'inspira tout de suite mon hôtesse. Petite, menue, jusqu'à l'exagération, presque timide en son maintien et ses manières. Calista Moore était, en dépit de ses défauts apparents, si véritablement grande dame qu'elle dominait aisément tous ceux qui l'approchaient. Elle produisait, tout à fait à son insu j'en suis sûre, une impression de réserve altière qui faisait d'elle, pour des yeux observateurs, un sujet d'étude surprenant et passionnant. Elle n'était pas en réalité maîtresse de cette maison magnifique, mais y occupait la place de son frère, M. Reuben Moore, lequel, ne tenant pas à l'habiter, vivait au loin avec sa femme. Cette nuance de timidité, un certain air de contrainte suppliante fort difficile à caractériser, formait un contraste frappant avec la dignité innée de toute sa personne. Je ne parvenais pas à la comprendre et y renonçais bientôt, mais mon admiration persistait et, avant que la soirée fût à moitié écoulée, nous étions amis. On m'avait donné une grande chambre que j'entendis ensuite dénommer la chambre du colonel. Elle était très vaste et somptueusement meublée. Un lit presque royal, pour l'élégance et les dimensions, en occupait le milieu. Je me rappelle que, sans savoir pourquoi, je frissonnais en apercevant ce meuble imposant, qui semblait si formidable et si disproportionné avec ma fluette personne. Mais devant l'expression que je surpris sur les traits distingués de Miss Calista, je réprimai ce mouvement pour exprimer avec une chaleur qui n'était pas jouée la surprise et l'admiration que me causait la vue de cette chambre superbe. Aussitôt, le nuage disparut de ses traits délicats. « C'était la chambre de mon père, » dit-elle doucement, et m'ayant embrassée avec une tendresse qui me laissa tout émue et heureuse pendant une demi-heure. Elle s'en alla. Je jouis d'habitude d'un sommeil excellent et qui vient à moi dès que je pose ma tête sur l'oreiller. Mais ce soir-là, lorsqu'après m'être attardé à rêver devant les bûches à demi consumées, je m'allongeais sous les rideaux de ce lit de parade, je m'aperçus que j'étais éveillé comme jamais je ne l'avais été à pareille heure. Toute la nuit, je demeurais dans cet état. En vain, je me tournais et retournais. Les regards fixes d'un portrait que je distinguais sur le mur opposé ajoutaient à mon malaise. C'était un dessin sans aucune valeur artistique. Mais aperçu à la clarté des rayons de la lune qui pénétraient dans la chambre par les volets à demi ouverts, ce visage exerçait sur moi un attrait maléfique tel que je ne saurais le décrire et que j'espère ne plus jamais subir. Finalement, je me levai et fermai les rideaux du pied du lit. Du coup, le portrait disparut. Mais ce fut bien pis de l'imaginer avec ses yeux ensorcelés fixés sur moi à travers les plis lourds du brocart. Une seconde fois, je saute à bas de ce lit de malheur, je tire les rideaux avec impatience. Plus que jamais, le portrait m'importune. Je me lève une troisième fois, je ferme encore les rideaux. Ce fut sans doute un visage pâle et fatigué que je présentai le lendemain à mon hôtesse. Sa main tremblait visiblement quand elle saisit la mienne, et sa voix n'était point naturelle quand elle s'enquit de quelle façon j'avais dormi. Je répondis, avec plus de sincérité que de courtoisie, « Pas aussi bien que d'habitude. » Elle parut consternée, détourna les yeux, murmura, « Ah, que j'en suis fâchée. Vous aurez une autre chambre ce soir. » Puis, tout bas, comme se parlant à elle-même, « Il n'y a rien à y faire, rien.
Tous disent d'eux-mêmes. Aucun ne peut reposer là. Et soudain, avec une anxiété qu'elle ne put maîtriser, « Vous n'avez rien vu qui vous ait effrayée, ma chère ?» « Juste ciel !» m'écriai-je épouvantée. « Y aurait-il » Ses yeux du portrait, les yeux de ce dessin bizarre, semblaient me poursuivre à travers les rideaux du lit. Est-ce une chambre hantée? Elle protesta, bouleversée et véhémente. Non, 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 personne n'a jamais rien aperçu là qui ressemble à un fantôme. Mais il semble qu'il soit impossible de dormir dans ce lit, et même dans cette chambre. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Peut-être parce que mon père a passé entre ces murs tant d'affreuses années d'incessante insomnie. Est-ce dans ce lit qu'il est mort? Demandai-je. Elle eut un frisson apeuré et m'entraîna en toute hâte. Quand nous parvînmes au bas de l'escalier, elle pressa ma main et murmura. Oui, il mourut la nuit, avec la clarté de la lune en plein sur son lit. Je répondis à son regard par un regard qu'elle ne comprit probablement pas plus que je ne comprenais le sien. J'avais entendu parler de ce père. C'était un homme dont la vie fut mouvementée et qui laissa après lui de redoutables souvenirs. On me donna un autre appartement comme elle l'avait promis, et je retrouvai mon bon sommeil accoutumé. Mais après tout ce que j'entendis plus tard au sujet de cette famille et de cette chambre même, je ne regrette pas d'avoir passé une nuit au moins dans une pièce qui, si elle n'était pas réellement hantée, produisait en tout cas sur ceux qui l'occupaient une impression fort extraordinaire. Autre passage marqué au crayon rouge. Il y avait dans la maison Moore une seconde salle tout aussi intéressante et incomparablement plus somptueuse que la chambre dite du colonel. C'était la bibliothèque. Cependant, la famille ne s'y tenait jamais, et je n'eus la bonne fortune de voir ses portes ouvertes que le jour de la grande réception donnée en mon honneur par Miss Calista. Comme je m'étonnais de cet abandon, j'appris d'une tierce personne qu'il s'attachait à cette pièce une sorte d'horreur superstitieuse depuis qu'un ami de la maison y était mort subitement. L'explication me parut insuffisante pour justifier l'abandon permanent d'une salle unique quant à la beauté des proportions et l'abondance de livres rares, et comme tous ceux qui consentaient à aborder ce sujet avec moi donnaient invariablement l'impression d'en dire moins qu'ils ne savaient, la curiosité vainquit la discrétion et je me risquai à interroger mon hôtesse en personne. Elle me répondit par un sourire fugitif, car elle était toujours aimable, mais elle secoua la tête et détourna la conversation. Cependant, l'intimité marchait grand train entre elle et moi, et un certain soir, comme nous nous tenions ensemble dans ma chambre devant les bûches incandescentes qui formaient un contraste agréable avec l'aigre bise du dehors, Calista devint plus communicative. Un chagrin profond lui ulcérait le cœur depuis des années, me dit-elle. Peut-être obtiendrait-elle quelque soulagement si elle se confiait à une amie. Dieu sait si elle avait besoin d'être réconfortée et consolée, surtout par des soirées comme celle-ci, quand le vent éveillait tous les échos sinistres de la maison, laissant après leur passage un silence plus redoutable encore. Elle tremblait en prononçant ces mots. Elle rapprocha son fauteuil, se serra instinctivement contre moi, si bien que nos têtes se touchaient presque. Je pris sa main, je lui murmurai des paroles de sympathie fervente. Elle en parut heureuse. Et soudain, renonçant à tout scrupule, elle commença la relation des événements qui répondaient plus ou moins à mes questions indiscrètes. Le décès dont elle avait gardé cet angoissant souvenir s'était produit dans la bibliothèque, alors qu'elle n'était qu'une enfant et à l'époque où son père, le colonel Moore, occupait dans l'État cette haute position qui a jeté un tel lustre sur la famille. Son père et l'homme qui périt ainsi avaient été amis intimes. Ils avaient combattu côte à côte pendant la guerre de 1872 et reçu par la suite de l'approbation présidentielle les mêmes marques de distinction. Tous deux avaient été nommés membres d'une importante commission qui les mit en relation diplomatique avec l'Angleterre. Or, pendant qu'ils faisaient partie de cette commission, une rupture soudaine se produisit, qui mit fin à toute relation intime entre eux et détermina chez son père un changement remarqué de tous, même des étrangers. Personne ne sut jamais la cause de cette rupture.
Certains pensèrent que les ambitions du colonel avaient subi quelque échec du fait de la jalousie de ce soi-disant ami, supposition bien invraisemblable puisque Moore ne cessa pas un moment de jouir de la faveur gouvernementale. Diverses autres raisons furent imaginées tout aussi gratuitement. La seule chose certaine, c'est qu'il ne fut jamais plus le même homme à partir de cette période. Ses enfants, qui naguère se précipitaient à sa rencontre, confiants et joyeux, se cachaient à présent dans les coins en entendant ses pas. Il l'épiait avec une curiosité apeurée, tandis qu'il traversait, en un silence morose, les salles et les passages de sa vaste demeure, ou qu'il méditait, les sourcils froncés, devant l'énorme foyer de la bibliothèque. Leur mère, qui était valétudinaire, ne partagea pas leur effroi. Le colonel se montra toujours tendre envers elle, et les seuls sourires qu'on voyait maintenant sur son visage étaient ceux qu'il avait en entrant dans la chambre assombrie de sa femme. Tels étaient les premiers souvenirs de Calista Moore. Ceux qui suivaient étaient beaucoup plus précis et impressionnants. Le président Jackson, qui avait une haute idée des capacités du colonel, le fit avancer rapidement. Finalement, il fut nommé à un poste élevé, but de toutes ses ambitions. Son front rébarbatif s'éclaircit un peu, perdit cette expression continuellement menaçante qui glaçait de terreur l'âme de ses enfants. Pourquoi ce nuage se reforma-t-il plus noir que jamais, après une visite inattendue du compagnon d'armes autrefois si cher? La fille du colonel, même après de longues années de méditation sur ce sujet, n'ose conclure. Le général était un homme à l'abord simple et cordial, qui tout de suite captiva le cœur des enfants. Mais leur père en parut moins charmé. Dès l'instant où les deux hommes se rencontrèrent dans le grand vestibule, l'attitude du colonel Moore trahit le peu de plaisir que lui causait l'arrivée de son ci-devant ami. Il ne manqua certes pas de courtoisie, les Moore furent toujours gentilshommes, mais c'était une courtoisie forcée qui blessait tout en flattant. Les deux enfants, repris de peur, se tapirent instinctivement dans la première cachette venue. Les deux colonnes qui marquent l'entrée de la bibliothèque. Et, de là, les espions innocents entendirent quelques-unes des paroles échangées entre les prétendus amis. Paroles incompréhensibles alors, mais jamais oubliées. « Vous avez ce qui manque à la plupart des hommes, » disait le général, comme il s'arrêtait pour admirer quelques bibelots d'art italien reçus depuis peu. « Vous avez de l'argent, trop d'argent, Moore. Et je pourrais indiquer exactement la somme que vous avez de trop. Une demeure qui est un palace, une femme adorable, 2 beaux enfants, et tous les honneurs qu'un homme peut recevoir dans une république comme la nôtre. C'est assez, croyez-moi. Renoncez à la politique. » « La politique est ma vie, » répondit le colonel d'un ton glacial. « Me conseiller d'y renoncer, c'est me conseiller le suicide. » Puis, en manière de commentaire que soulignait un intervalle de silence, il ajouta « Et si vous m'obligiez à abandonner la politique, ce serait un meurtre. » « Un acte de justice imposé à un traître n'est pas un meurtre, » fut l'énergique et sévère réplique. « Par un forfait connu de moi seul ici, vous avez trahi la confiance du gouvernement. Vous avez traîtreusement livré nos secrets pour de l'argent. Si je vous permettais, sachant ce que je sais, d'occuper dans l'État le poste de confiance qui vous est offert, je serais moi-même traître à la République. C'est ce que je ne ferai jamais. Renoncez donc à ce poste. Ou bien je... » Les deux enfants n'entendirent pas la menace qui suivit ces derniers mots. Mais ils se rendirent compte de la force qu'elle avait d'après le visage de leur père. Mais bientôt, domptant cette expression de rage, il répondit avec un calme parfait. « Vous, bien sûr d'être le seul membre de la commission qui ait connaissance des faits qu'il vous plaît de dénommer trahison. »« Ne vous l'ai-je pas dit ?» répliqua le général en retroussant dédaigneusement la lèvre. Quelque chose dans cette austère intégrité parut affecter le père de Calista. Il détourna la tête, et ce fut le général qui reprit la parole. Sa voix était toute changée, et elle devint presque chaleureuse en prononçant ces mots. « Alphée,
Nous avons été de bons amis. Je vous laisse 2 semaines pour réfléchir et prendre une décision. Si au bout de ce temps, vous ne vous êtes pas retiré de la vie publique, vous pouvez vous attendre de ma part à une autre visite qui sera grosse de conséquences. Vous savez ce dont je suis capable, s'il le faut. Ne m'obligez pas à prendre une attitude qui vous causerait de douloureux regrets. Le colonel Moore répondit-il ou non. Les enfants n'en entendirent pas davantage. Mais le lendemain, ils remarquèrent l'air sombre de leur père quand il s'éloigna à cheval, en route pour la Maison Blanche. Se rappelant la menace du général, ils s'imaginèrent, dans leur naïveté, que leur père allait donner sa démission et renoncer à tous ses honneurs. Mais il revint le soir sans l'avoir fait, et de ce jour, il porta plus haut la tête et se montra plus arrogant chez lui et au dehors. Cependant, il était inquiet, tourmenté, malheureux, et pour se distraire sans doute de son malaise, il entreprit de faire certaines réparations dans la maison, des transformations qui lui prenaient beaucoup de temps et dont il ne semblait jamais satisfait. Les ouvriers qu'il employait un jour ne revenaient pas le lendemain. Ils se remplaçaient constamment. Ces travaux furent interrompus par le retour du visiteur non désiré, mais exact au rendez-vous. À ce point du récit, la voix de Miss Calista s'étrangla dans sa gorge. Les flammes qui nous éclairaient s'étaient peu à peu éteintes, et je ne discernais que vaguement son visage pâle et délicat. Nous avions couru, Reuben et moi, selon ce qui devenait une habitude, nous réfugier dans un retrait obscur de l'escalier, attendant un échange de phrases agressives, de reproches et de récriminations. Aussi fûmes-nous grandement surpris de voir notre père accueillir son hôte avec le cérémonial respectueux qu'il réservait d'habitude pour le seul président. On nous appela pour dîner. Notre mère assistait au repas, ce qui était un événement en ce temps-là. Plusieurs toasts furent portés et notre père proposa même de boire à la santé du général. Reuben pensa que c'était là le signe que la paix était conclue et il tourna vers moi de grands yeux contents. Mais je remarquai que le général ne répondait pas à ce toast, qu'il ne portait même pas le verre à ses lèvres, qu'il se contentait de le lever en s'inclinant dans la direction de ma mère, et je compris qu'il y avait là quelque chose d'insolite et d'effrayant. L'attitude et l'expression de mon père en face de cet étrange convive se sont implantés avec une telle force dans ma mémoire qu'il ne se passe guère d'années sans que toute la scène ne se représente à moi en rêve avec des sentiments de perplexité et de terreur qui l'accompagnèrent et la suivirent. Car, peut-être le savez-vous, le général vivait à ce moment sa dernière heure. Il mourut avant de quitter notre maison. Il mourut dans cette bibliothèque, à propos de laquelle vous m'avez interrogé. Avec quelle netteté je me rappelle les circonstances, jusqu'aux plus petits détails. Notre mère avait regagné son boudoir, et le général et mon père, sans s'attarder à déguster leur vin puisque l'invité se refusait à boire, se rendirent dans la bibliothèque. Les derniers mots du malheureux homme résonnent encore à mes oreilles. « Le moment est venu, dit-il, de notre petit entretien. Votre réception me fait augurer... » « Vous n'avez pas bonne mine, interrompit mon père d'une voix qui me parut trop élevée. « Venez ici, vous reposer. » La porte se referma sur eux. Très intéressés par les récents travaux, nous étions restés, mon frère et moi, dans le voisinage de cette porte, espérant pouvoir jeter un coup d'œil sur le siège bizarre qu'on avait mis en place le matin même. Nous étions en train de jouer dans le vestibule quand la porte de la bibliothèque se rouvrit et mon père sortit. « Où est Sambo » cria-t-il. « Dites-lui d'apporter bien vite un verre de vin au général qui se trouve très mal à l'aise. Je cours là-haut chercher un cordial, bredouilla-t-il d'une voix étouffée. Et il se mit à gravir 4 à 4 les degrés de l'escalier, tandis que Reuben, s'étant glissé près de la porte ouverte et ayant aperçu le général assis près de la cheminée, me faisait part tout bas de sa bonne fortune. Reuben est un homme aujourd'hui. Et je lui ai demandé plus d'une fois depuis quel air avait le général à cet instant critique. Il m'importerait, je donnerais tout au monde pour être assuré
qu'il avait la figure d'un malade. Mais il n'a jamais rien voulu me dire. Il n'a jamais voulu enlever ce poids de mon esprit. Et je me force à croire qu'il y avait sur le visage du général de réels symptômes de malaise. Que cette mort fut naturelle. Mais je le répète, il a toujours repoussé avec horreur ce sujet d'entretien. Et de fait, il devait y avoir sans doute quelque chose de singulièrement tragique pour un enfant de cet âge à se remémorer ce coup d'œil jeté sur un homme dans la force de l'âge, qui passera quelques secondes plus tard dans l'éternité. Je ne m'étonne pas qu'il lui répugne d'en parler. Et pourtant... Après être restée un moment pensive, elle reprit. Ce fut Sambo, le serviteur nègre, qui arriva le premier auprès du général. Notre père n'avait pas encore reparu. Bientôt il descendit en poussant de grands cris et en balbutiant des exclamations de pitié. On avait couru le prévenir, en haut, dans la chambre de ma mère, où il était entré. Je me souviens que dans mon enfantine simplicité, je me demandais pourquoi il se désolait si fort de la mort d'un homme qu'il haïssait et redoutait. De longues années plus tard, quand nous eûmes mené notre mère à sa dernière demeure, quand Reuben eut quitté la maison pour toujours, seulement alors je reconnus chez mon père les signes d'un remords, tous les jours plus pesant. Remords peut-être d'avoir été sauvé de ce qu'il considérait comme son anéantissement politique, par la fin soudaine et opportune de son meilleur ami. Le choc qu'il ressentit alors l'ébranla pour le reste de ses jours. Ne pensez-vous pas que ce soit là la véritable explication de sa perpétuelle maussaderie et de l'extrême aversion qu'il manifesta toujours par la suite à l'endroit de cette bibliothèque? Bien qu'il se refusât à aller vivre ailleurs, il ne voulait à aucun prix entrer dans cette pièce, ni jeter un coup d'œil sur l'étrange siège d'où le général était tombé pour mourir. La vaste salle fut en quelque sorte condamnée. Bien qu'on l'ouvrît de temps à autre, aux jours de grande réception, elle ne perdit jamais sa sinistre réputation, et mon père, jusqu'à sa mort, n'en put voir la porte sans frissonner. N'est-il pas naturel que sa fille éprouve la même aversion? C'était naturel, et j'en convins, mais je n'en sus dire davantage, malgré les regards suppliants dont l'étrange appel était accentué par la pression des doigts frêles de Calista sur mon bras et les gémissements du vent qui souffle à ce moment par la cheminée en une rafale soudaine, éparpillant les cendres et emplissant la maison de sanglots fantastiques. J'attirai son front vers moi et l'embrassai, lui conseillant de m'accompagner en Angleterre pour mieux oublier cette vieille demeure et ses malheureux souvenirs. Ce furent les seules consolations que je trouvai pour la réconforter. Et le lendemain, quand, irrésistiblement attiré, je me glissai au point du jour dans la salle à la sombre histoire, j'avoue que je m'attendais presque à voir le spectre de l'infortuné général surgir entre les coussins du siège baroque qui continuait de présider mystérieusement au foyer abandonné. Après les passages du journal de l'Anglaise, marqués au crayon rouge, venaient des extraits de journaux. Une étrange coïncidence marque la mort d'Albert Moore, survenu hier dans la maison de son frère. On le découvrit gisant à l'endroit même où tomba le général Lloyd, il y a 40 ans. On prétend que ce décès soudain d'un homme considéré jusqu'ici comme un modèle de force et d'endurance physique fut précédé par une violente altercation avec son frère aîné. Si le fait est exact, le trouble que lui causa ce changement dans des relations jusque-là très amicales peut expliquer sa mort subite. Edward Moore, qui malheureusement ne se trouvait pas dans la pièce quand son frère succomba, on croit, était monté chercher quelque objet dans la chambre du colonel, fut profondément affecté par cette conclusion inattendue d'un différend qui n'était vraisemblablement qu'accidentel. Il est alité à cette heure et dans un état qui inquiète ses amis. La cause de la querelle aurait été, dit-on, une rivalité amoureuse. Jointe à cette coupure, s'en trouvait une autre, datant de quelques jours plus tard. La querelle qui éclata entre Edward et Albert Moore, quelques moments avant la mort d'Albert, paraît avoir été plus sérieuse qu'on ne le supposait tout d'abord. Il a transpiré depuis
que les deux frères se livrèrent un véritable duel dans la vieille bibliothèque, au cours duquel l'aîné fut blessé. Certaines personnes vont même jusqu'à affirmer que la main de la dame devait être la récompense de celui qui blesserait l'autre le premier. On ne cherche plus à cacher que la pièce était dans le plus grand désordre quand les domestiques s'y précipitèrent au bruit que fit le corps en tombant. Tous les meubles avaient été repoussés contre les murs pour laisser un espace libre au contre duquel on put voir une tache de sang. En tout cas, il est certain que M. Moore était retenu à la chambre pour une raison plus sérieuse que son profond chagrin et que la personne qui fut l'objet de ce combat a quitté notre ville. La courte annonce suivante était collée en marge de cette coupure. On annonce comme ayant eu lieu le 21 janvier dernier, au consulat américain de Rome, le mariage d'Edward Moore, de Washington, États-Unis d'Amérique, avec Antoinette Sloane, fille de Joseph DeWitt Sloane, également de cette ville. Il ne restait plus rien d'intéressant pour moi dans le volume, et je me préparais à descendre de la chaise sur laquelle j'étais resté juché pendant que je lisais ces passages. À ce moment, j'aperçus à mes pieds, sur le parquet, une feuille de papier. Comme elle ne s'y trouvait assurément pas 10 minutes auparavant, il était évident qu'elle avait dû glisser d'entre les pages du livre que je tenais. Je me hâtais de la ramasser. C'était une feuille de papier à lettres ordinaires, couverte d'une écriture nette et distincte. La trouvaille avait son prix, car le papier était frais encore et l'écriture pouvait être facilement identifiée. C'était un de ces mémoranda, comme j'en avais moi-même plusieurs fois tracés aux périodes les plus déconcertantes de mes recherches, pour mettre un peu d'ordre et de méthode dans mes pensées confuses. Voici ce document. Nous avons ici 2 récits différents de la façon dont la mort surprend ceux qui rendent le dernier soupir sur le foyer ancestral de la bibliothèque dans la maison Moore. Certains faits cependant sont communs à l'un et l'autre cas. La victime est seule quand elle tombe. Le décès est précédé d'une altercation ou d'une discussion violente entre la victime et le maître de séance. Dans les 2 cas, celui-ci recueille, par la mort de l'autre, un profit réel ou imaginaire. Je m'arrêtai un peu, frappé de surprise et vaguement horrifié. Quelqu'un était donc sur la piste de l'explication que je cherchais moi-même à ce moment. Un instant, le fantôme détesté de Durbin passa devant mes yeux. Mais en reprenant ma lecture, je me calmai. Aucun autre qu'un membre de la famille Moore ne pouvait avoir écrit les phrases surprenantes qui suivaient. La seule raison imaginable pour expliquer qu'elles eussent été écrites fut la difficulté qu'éprouvent certains individus à formuler leurs pensées autrement que la plume en main. De toute évidence, en effet, ces lignes étaient tracées pour être lues et méditées par celui qui les écrivait, comme on peut aisément s'en rendre compte. Il faut que je me rappelle maintenant ce que me disait mon père quand mon frère l'interrompit brusquement pour lui apporter la preuve de mes méfaits, d'où il résulta pour moi un changement total d'existence. J'avais, ce jour-là, mes 21 ans révolus, et le vieillard m'informait qu'en ma qualité d'aîné, je pouvais espérer que la maison dans laquelle nous étions alors me reviendrait un jour. Cette même qualité me donnait le droit de connaître un secret qui s'était transmis de père en fils, depuis que la famille Moore avait acquis sa prééminence en la personne du colonel Alphée, et qu'on révélait d'habitude à l'héritier quand arrivait l'époque de sa majorité. « Je dois donc maintenant vous instruire de certains faits, reprit-il, sans la connaissance desquels vous ne seriez pas un véritable Moore. Ces faits, vous devrez à votre tour les transmettre à votre fils ou quiconque aura le privilège d'être votre héritier. C'est un legs qui est inséparable de nos biens et qu'aucun de ceux qui en ont hérité n'a jusqu'ici refusé de recevoir ou de transmettre. Écoutez-moi attentivement. Vous avez vu maintes fois, n'est-ce pas, ce médaillon de filigrane que je porte en breloque à ma chaîne de montre. Cet objet est le talisman de notre maison. Si, au cours de votre vie, vous vous trouvez dans une difficulté inextricable, dans une extrémité d'où nulle issue ne vous paraisse possible, et notez combien stricte est cette injonction, d'où nulle issue ne vous paraisse possible, je ne me suis jamais trouvé moi-même en pareil cas et jamais je n'ai ouvert le médaillon,
vous détacherez de la chaîne cette breloque. Vous presserez ainsi sur le ressort, et vous ferez de ce qu'elle contient l'usage que je vais vous dire. Hélas, c'est à ce moment que John Judson, mon cadet, entra et qu'il fit contre moi ces révélations qui attirèrent sur moi le courroux de mon père et lui valurent, à lui, l'héritage qui me revenait par droit de naissance, avec la révélation du secret dont je ne possédais qu'une partie. Mais cette partie m'aidera maintenant à reconstituer le tout. J'ai vu maintes fois ce talisman. Véronique le possède aujourd'hui. Ah, puissais-je le tenir un jour en mes mains? Puissais-je savoir pourquoi le maître de ce secret quitte la bibliothèque chaque... Ici prenait fin le mémorandum. La dernière lettre se terminait par un long trait de plume, comme si celui qui traçait ces lignes avait éprouvé une violente surprise. Cette remarquable série de découvertes ravivait ma curiosité, ravivait toutes mes espérances, me permettait de prétendre au succès. Donc, un autre que moi suivait la seule piste qui promettait la réussite, et cet autre, disposant de certaines traditions de famille, me mettait à son insu en possession du plus précieux secret. Un autre. Mais qui? Il était facile de répondre à cette question. Un seul homme avait pu écrire ces lignes. L'homme qui, au début de sa vie, avait été dépossédé en faveur de son frère cadet, et qui maintenant, par la mort imprévue de la fille unique de ce frère, reprenait possession de son héritage légitime. L'oncle David. Et lui seul était le chercheur perplexe dont je venais de lire les imprudentes confidences. Ce fait soulevait pour moi un problème nouveau à résoudre. Je ne pouvais que me demander à quel moment elles furent écrites. Avant ou après la mort de M. Pfeiffer? Et s'il avait enfin découvert le mot de l'énigme? L'idée que suggérait la phrase inachevée me troubla à ce point que je perdis bientôt de vue toute autre considération pour ne m'attacher qu'à celle-ci. Car je l'avais vu, moi aussi, ce médaillon de filigrane. Je vois et je retiens les détails. C'est mon métier. Je me rappelais tous les bibelots jetés pêle-mêle sur la coiffeuse, et j'aurais pu jurer que le médaillon était de ce nombre. Ah, pourquoi n'avais-je eu aucun pressentiment de ce qui était là, à portée de ma main? Il était trop tard maintenant. Tous les menus objets qui encombraient la toilette avaient été ramassés, examinés, classés, rendus à qui de droit. Mes investigations, de ce côté, se trouvaient pour l'instant coupées à la base. Ce fut pourtant avec un véritable sentiment de triomphe que je renfermai derrière moi la porte d'entrée de la vieille demeure. À coup sûr, depuis la première fois que j'en franchis le seuil, j'avais fait un grand pas en avant. Il ne me restait plus maintenant qu'un dernier nœud à défaire. Le plus difficile, à vrai dire. Mais les résultats acquis étaient de nature à m'encourager. Allons, un bon coup de collier, et une fois le but atteint, je gagnerais définitivement l'estime de mes chefs. Je monterais en grade. J'épouserais Jenny. Et Durbin serait maté.